Fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l'Anatolie, l'Empire ottoman a rayonné par sa puissance et ses institutions légendaires sur la quasi-totalité du pourtour méditerranéen. Aujourd'hui encore, les vestiges de cette époque glorieuse nous rappellent la grandeur et l'opulence qui caractérisaient si bien cet ancien empire musulman. Mais ils nous dévoilent également l'incroyable mégalomanie et l'excentricité sans borne de ces sultans ottomans qui ont mené finalement ce grand empire à sa perte. Dépenses gargantuesques et excès en tout genre, ces hommes puissants étaient aussi réputés pour favoriser l'esclavage érotique des femmes blanches, en les parquant dans de grands harems où elles étaient condamnées à n'en jamais sortir. Ces pauvres créatures étaient littéralement vendues dans des marchés, comme si elles n'étaient que de vulgaires sacs de marchandises exposés en plein soleil. Nous allons donc vous faire découvrir cette sombre partie de l'histoire où l'on pourrait se permettre d'acheter ou de vendre des êtres humains, nonobstant leur race ou leur couleur, simplement par appât du gain et par avidité. Allez, on commence. L'esclavage des êtres humains est l'une des tares qui ont entaché l'histoire des hommes et des civilisations qu'ils ont pu établir au fil des âges. Mais aussi ignoble soit-elle, la traite humaine a longtemps été un commerce très juteux et lucratif, qui aura contribué à l'enrichissement à outrance de bon nombre de négociants peu scrupuleux. Des marchés entiers étaient d'ailleurs dédiés à cette activité ignominieuse, où les commerçants enchérissaient sur des êtres humains comme s'il s'agissait de têtes de bétail. On y exposait ainsi les pauvres esclaves en plein air, souvent sous un soleil de plomb, et les marchandages pouvaient commencer. Les esclaves africains étaient d'habitude réservés au travail dans les champs, car leur capacité physique et leur robustesse leur permettaient de résister au dur labeur qui les y attendait. La quasi-totalité d'entre eux avaient été capturés lors de razzias sur leur village et leur tribu, et ne connaissaient absolument rien du vaste monde. Pourtant, ils seront embarqués sur un périple océanique qui durera des mois et qui les emmènera à des dizaines de milliers de lieues dans leur Afrique natale, les lointaines et sauvages Amériques. La traite négrière a ainsi déporté des millions de pauvres Africains au Brésil, aux Antilles, mais aussi en Amérique du Nord, où les États esclavagistes possédaient carrément leur propre marché d'esclaves. Les États sudistes étaient de grands pourvoyeurs d'esclaves en effet, puisque leur économie était essentiellement basée sur le coton et d'autres produits agricoles, et qu'ils pouvaient ainsi utiliser leurs esclaves pour cultiver leurs terres et procéder aux récoltes. Contrairement aux États nordistes qui, eux, s'étaient tournés vers l'industrie et avaient donc plus besoin de techniciens et d'ouvriers d'usine, et avaient donc fini par abolir l'esclavage sur leurs territoires respectifs. Quoi qu'il en soit, ce sont bel et bien les propriétaires des plantations de coton qui ont été les plus grands gagnants de la traite négrière. Et il est intéressant de noter qu'ils étaient pour la plupart d'entre eux des Européens blancs comme neige, au sens propre mais certainement pas au sens figuré. Cela dit, l'esclavagisme n'est pas seulement limité aux personnes de couleur noire, car ce vil commerce a quasiment englobé toutes les races et toutes les couleurs. Bien sûr à des proportions différentes. Et même l'âge n'avait pas d'importance aux yeux avides des marchands d'esclaves, puisqu'on pouvait tout aussi bien trouver des enfants esclaves qu'on avait sans aucune pitié arrachés à leur mère pour les revendre au plus offrant. Pour les esclaves blancs, c'était une toute autre paire de manches. Les marchands d'esclaves avaient estimé que les jeunes femmes blanches provoquaient souvent un désir puissant dans le cœur de leurs clients aisés, et ces derniers pouvaient alors dépenser sans compter et payer le prix fort pour faire leur acquisition. Les enchères montaient davantage lorsqu'il s'agissait de jeunes filles encore à peine sorties de l'adolescence et qui avaient encore la beauté et la pureté de leur jeunesse. Et comme leurs propriétaires les considéraient comme des marchandises de luxe ou tels de véritables objets de valeur, ces jeunes femmes étaient beaucoup mieux traitées que le reste des esclaves. Ainsi, alors que les esclaves noirs de peau étaient vêtus de haillons et étaient exposés chaînes aux pieds à même le sol, les esclaves qui étaient des femmes blanches étaient beaucoup mieux loties. Elles étaient ainsi bien habillées et parfumées, et elles étaient bien évidemment protégées du rude climat et des mains baladeuses par des ombrelles et des gardes qui les entouraient avec l'arme à la main. La plupart de ces femmes avaient été capturées et amenées là par les terribles pirates barbaresques qui semaient la terreur dans la mer Méditerranée pendant le XVIe et le XVIIe siècle. Ces sanguinaires corsaires effectuaient en effet des raids sur terre et sur la mer, attaquant chaque village ou chaque navire battant pavillon chrétien et emportant les femmes les plus jeunes et les plus belles comme butin. Ces dernières se retrouveront alors sur les marchés d'esclaves à Alger ou à Tunis et seront probablement rachetées par les émissaires et les négociants ottomans. À cette époque, l'Empire ottoman est en effet pratiquement à son apogée, contrôlant une grande partie de l'Europe du Sud-Est, de l'Europe centrale, de l'Asie occidentale, du Caucase et de l'Afrique du Nord. Les corsaires barbaresques qui étaient issus du Grand Maghreb étaient donc considérés comme des vassaux de l'Empire ottoman, et c'était en effet sous leur bénédiction qu'ils pouvaient s'attaquer aux navires européens et chrétiens. Fort de cette formidable protection, ces corsaires n'hésitaient pas à pousser leurs razzias jusqu'à l'intérieur des terres, les côtes ayant été désertées par leurs occupants depuis déjà belle lurette. Enhardis par leurs victoires successives, les pirates barbaresques poussèrent leurs raids éclairs quasiment jusqu'aux côtes islandaises et celles de Grande-Bretagne. Bien évidemment, le but principal de ces raids était de capturer des esclaves chrétiens afin d'alimenter la traite ottomane, bien que certains esclaves seront acheminés en Afrique du Nord pour servir les Arabes. Cette traite des esclaves de barbarie a été derrière un véritable holocauste qui aura touché des centaines de milliers d'Européens qui seront capturés et vendus dans les marchés en Afrique du Nord et dans le reste de l'Empire ottoman.
Certains d'entre eux finiront leur jour comme domestiques pour les familles de notables, tandis que d'autres iront grossir les harems des pachas et des sultans ottomans. Les plus belles femmes étaient en effet réservées à garnir les nombreux sérails que possédaient les dignitaires du régime ottoman. Et celles d'entre elles qui possédaient les plus beaux atouts féminins et qui avaient le plus noble lignage familial étaient directement envoyées au sultan lui-même et étaient aussitôt enfermées dans son harem personnel sous la garde rapprochée de vigilants et fidèles eunuques. Ces sublimes femmes blanches devront alors passer leur existence cloîtrées dans un palais sans jamais pouvoir en sortir, et nul mortel n'était autorisé à les voir ou à leur parler, hormis le sultan et ses eunuques. Elles devront alors passer la majeure partie de leur existence à satisfaire les désirs libidineux du sultan et à être aussi dociles et douces que possible pour espérer en devenir la favorite. Car au sein du harem, il existait une hiérarchie qui ne dépendait que des faveurs du sultan, et la femme préférée de ce dernier était ainsi quasiment la patronne de toutes les autres femmes du sérail. C'était ainsi celle qui avait toujours le dernier mot et le plus d'influence, et plus elle était proche du sultan, plus elle pouvait avoir de l'autorité. L'histoire étonnante des différentes dynasties ottomanes nous a appris en effet que certaines concubines du sultan avaient même le droit de donner naissance à l'héritier de l'empire. Bien qu'elles demeuraient toujours techniquement une esclave à part entière, ces femmes qui devenaient mères de sultans acquéraient alors un pouvoir quasi absolu au sein de l'empire ottoman. Et elles recevaient alors le titre de sultane validée, ce qui leur conférait une immense autorité qui dépassait de loin celle des vizirs ou d'autres pachas. Alors pour prétendre à ce titre, les jeunes esclaves du harem iront même parfois jusqu'à s'entretuer entre elles, ne pouvant être séparées que par les eunuques qui étaient forcés d'intervenir avant que cela ne dégénère en massacre. Et ce genre de scène était d'ailleurs monnaie courante dans la plupart des harems et des sérails des sultans. Mais l'esclavage des Blancs au sein de l'Empire ottoman ne concernait pas seulement les femmes chrétiennes destinées au harem et à l'exploitation sexuelle. Car il faut savoir que l'État ottoman possédait de curieuses pratiques, dont l'une en particulier, le devshirme, qui signifiait littéralement ramassage ou récolte et qui consistait à enlever leurs familles de jeunes enfants chrétiens issus des Balkans et d'Anatolie. Ces jeunes garçons étaient alors convertis à l'islam et formés pour devenir de futurs soldats dans la puissante armée ottomane, mais pas n'importe lesquels. Ils étaient en effet enrôlés au sein des janissaires, cette unité d'élite qui était devenue quasiment légendaire au vu de ses accomplissements sur les champs de bataille, notamment lors des invasions ottomanes en Europe. Beaucoup de ces jeunes garçons deviendront même des soldats très haut gradés au sein du commandant militaire des forces ottomanes, et certains d'entre eux auront même l'opportunité de livrer des batailles décisives. Une autre particularité étonnante du système esclavagiste ottoman était que les esclaves, après avoir été affranchis, pouvaient occuper des postes à l'avant-garde de la politique ottomane. À son apogée territorial et militaire, la majorité des fonctionnaires du gouvernement ottoman étaient ainsi d'anciens esclaves affranchis. Devenus de grandes figures dans la politique d'État, ces anciens esclaves étaient immensément riches et possédaient eux-mêmes des dizaines voire des centaines d'esclaves. Un comble de l'ironie du sort. Les esclaves d'origine africaine, appelés les zengs, possédaient quant à eux un statut qui était généralement inférieur à celui des esclaves européens et caucasiens. Ces derniers, originaires pour la plupart de la région des Grands Lacs africains ainsi que de l'Afrique centrale, étaient employés par l'armée comme esclaves soldats ou au service personnel de quelques notables de la ville. Certains d'entre eux arriveront néanmoins à être affranchis et à gravir les échelons de la société ottomane, finissant même par accéder à des postes de très haute responsabilité au sein de l'Empire. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers d'Afro-Turcs, descendants directement de ces esclaves zengs de l'Empire ottoman, vivent dans la Turquie actuelle et ont même une organisation culturelle pour les représenter. L'esclavage chez les Ottomans était donc plutôt édulcoré dans le sens où les esclaves étaient finalement plutôt bien traités par rapport à d'autres coins du globe, comme ce fut le cas par exemple dans les Amériques. Les pauvres esclaves noirs qui se retrouvaient en Amérique souffraient en effet de traitements particulièrement dégradants et inhumains et devaient trimer des heures à récolter du coton ou de la canne à sucre sous un soleil de plomb et les coups de fouet des contremaîtres de la plantation. La condition de ces malheureux esclaves était ainsi extrêmement plus préoccupante que celle des zengs qui étaient vendus aux Ottomans et qui eux étaient beaucoup mieux traités. Il y était en effet strictement proscrit de faire du mal à ces esclaves et on devait au contraire bien s'occuper d'eux et de faire en sorte qu'ils ne manquent jamais de rien. Malheureusement, les propriétaires des plantations de coton et de canne à sucre des Amériques n'avaient pas autant de scrupules. Les pauvres esclaves qui sont donc tombés entre leurs mains étaient donc voués à vivre un véritable calvaire tout au long de leur existence. Ces derniers devaient déjà survivre à un périple sur l'océan Atlantique qui pouvait durer plus de 2 mois et où ils étaient entassés par centaines dans les cales du bateau. Ces pauvres malheureux souffriront ainsi des conditions intolérables dues à l'humidité et à la pourriture qui régnaient dans cet endroit confiné. Une grande majorité d'entre eux finiront donc par tomber malades et beaucoup d'entre eux mourront donc avant même d'avoir atteint leur destination finale. Et pour ceux qui auront eu la chance de survivre à cette traversée infernale, leur destin n'était pas plus heureux que celui de leurs camarades jetés à la mer. Aucun châtiment, fût-il le plus dégradant ou le plus cruel, ne leur était épargné et leur ignoble propriétaire avait littéralement le droit de vie ou de mort sur leurs esclaves. Dans la plupart des États sudistes d'Amérique, les esclaves étaient considérés en effet comme une marchandise inerte, appartenant à son seul propriétaire et qui pouvait donc en disposer comme bon lui semblait.
On vous épargne donc les détails sordides des séances de torture et de flagellation dont ces pauvres créatures faisaient l'objet, car cela vous donnera sûrement des cauchemars la nuit. Toujours est-il que cette période où l'esclavage était monnaie courante est très probablement l'une des pires pages de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes en ont souffert physiquement et psychologiquement, et cela dans le seul but d'enrichir une petite minorité qui en détenait le pouvoir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette sombre époque où l'esclavage était monnaie courante et où l'on pouvait se permettre d'exploiter les personnes comme s'il ne s'agissait que d'une vulgaire marchandise. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.